la Sophia Antipolis. Actuellement, je suis en charge de, donc, mon titre est en train de changer, donc un CIO en charge de tout ce qui est engineering et product management à Symfony. Donc l'ingénierie, ok, product management, c'est vraiment le contrôle de l'évolution fondamentale de nos produits et les décisions de comment investir le budget dans les produits, quel type de priorité, quels sont les plans d'exécution, les roadmaps des produits. J'ai commencé à travailler chez Symfony initialement comme chef de l'ingénierie en octobre 2019, donc assez pile un an et demi. Et après, j'ai pris graduellement d'autres responsabilités dans la boîte, donc customer support, product management, maintenant internal IT. Donc une assez grande partie de la société, toute la partie exécution est sous ma responsabilité. Avant cela, j'ai travaillé dans une société à Sofia, dans le transport, Amadeus. Je pense que les gens locaux ici connaissent certainement bien, un des plus grands fournisseurs de solutions et de hosting, donc d'exécution dans le monde de voyage, donc surtout orienté aérien, mais aussi hôtelier. J'ai passé pas mal de temps là-bas, presque un peu plus que 20 ans chez eux. Mes dernières fonctions étaient, j'étais globalement en charge de tout ce qui est cloud engineering et global operations de Amadeus. C'est-à-dire, j'avais en charge toutes les centres de traitement de données, toutes les opérations et une grande partie de l'ingénierie qui était liée à l'infrastructure d'Amadeus, qui est un des plus grands systèmes d'IT en Europe. Donc, j'étais membre du comité exécutif chez Amadeus. Et avant ça, je travaillais déjà dans des startups à Paris, dans la finance, dans une société qui s'appelait Sophis, qui a été vendue plus tard à Misis, on faisait à l'époque de l'établissement des prix des produits financiers complexes dans le monde des produits dérivés. Ce sera un peu long d'expliquer ça ici. Donc, beaucoup de gens m'ont posé la question pourquoi avoir changé pour une petite société, bon, prometteuse, une grande start-up, mais comparé à Amadeus, quand même une assez petite société. Amadeus, j'avais plus que 2000 personnes sur ma responsabilité. Quand je suis arrivé chez Symfony, au début, l'équipe, c'était peut-être 250 personnes. Donc, la réponse à ça est essentiellement que j'ai eu l'impression d'avoir fait un peu le tour dans le monde aérien chez Amadeus. Et surtout, j'avais envie de retrouver un environnement où il y a plus de création initiale, plus de vitesse d'exécution, où les décisions sont prises un peu plus vite. Une des choses qui m'ont un peu chiffonné chez Amadeus, qui est une merveilleuse société, donc je veux vraiment, elle m'a beaucoup donné, je me suis éclaté là-bas. Mais un des problèmes pour moi, en tout cas, que j'ai vu dans Amadeus, c'est à la fin, on a opéré quasiment des opérations dans tous les aéroports du monde. Et pour 2/3 des lignes aériennes au monde, leur système opérationnel critique. Et un glitch fondamental chez Amadeus, ça nous est arrivé de temps en temps, une fois tous les 5 ans, on va dire, avait la capacité d'arrêter les opérations dans les aéroports autour du monde. C'est-à-dire, l'aviation civile s'arrêtera dans les 2 heures maximum à suivre. Il n'y aura plus aucun avion qui décollerait au monde. Ce qui menait à des procédures et une certaine lenteur d'exécution naturelle à ce type de système, mais quand même, je trouve, dans la vie de tous les jours, un peu difficile à accepter. Donc, c'était la raison principale, outre le fait que David Gurley, le CEO, donc le PDG de Symfony, essayait depuis plus qu'1 an de m'embaucher.
Et on arrivera certainement à ça un peu plus tard, mais quand en 2019, début 2019, Symfony avait levé encore une fois 165 millions de dollars. Et à ce moment-là, David m'avait appelé en disant, voilà, il y a le job de Global Head of Engineering qui est disponible. Il m'avait déjà laissé sous-entendre qu'il allait regrouper plus de responsabilités sur ce job-là. Donc, je me dis, bon, c'est le bon moment. Allez, sautons dans l'inconnu. Et c'était bien l'inconnu. Hein. Voilà. Donc ça fait quand même un moment que vous étiez surveillé de près par le CEO de Symfony. C'est vraiment quelque chose qui change fondamentalement quand on est au sein d'une startup, le processus décisionnel par rapport à un grand groupe. La différence est si flagrante que ça, d'après vous? La différence, c'est très flagrante, oui. Dans Voilà. absolument tous les organes ou exclusivement au sein du board décisionnel? Disons, dans Symfony, je pense que c'est la nature de premières années d'une startup. C'est souvent très, très orienté ou très contrôlé par le PDG lui-même. Donc, David, il avait une très forte vision sur les choses. Donc, dans la plupart du temps, une conversation avec David a suffi pour prendre des décisions, pour dire, OK, on fait ci, on fait ça. Ou dans une société où il y a un conseil d'administration fortement établi, on est régi par d'autres lois, parce qu'une boîte comme Amadeus est publique en quelque sorte. Hein, donc, il faut reporter sur l'activité, il faut justifier évidemment les investissements et les décisions majeures auprès d'un conseil de surveillance, d'administration chez Amadeus qui était relativement présent, puisque c'était le PDG historique de la boîte qui supervisait la boîte. Donc, en tout cas, dans ce cas-là, et je pense que c'est généralisable, pas comparable du tout. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est d'observer la croissance dans la startup et capter le moment auquel il faut amener des contrôles un peu plus matures, je dirais, qu'une discussion au coin d'une table, en fait. Parce que ça a plein d'autres problèmes qui viennent avec ça. Donc, il faut trouver le bon équilibre, je dirais. Oui, oui, c'est pas un exercice qui doit être relativement facile, surtout d'avoir le bon timing, de l'appliquer au bon moment, en ayant suffisamment de contrôle, mais en même temps de la liberté. Je comprends que ça puisse être relativement complexe comme exercice, et ça nous amène du coup au point de départ de cette masterclass. L'idée de départ de Symfony, puisqu'on va le rappeler rapidement, mais Symfony, c'est une plateforme de communication destinée au métier de la finance. Comment cette idée elle est venue, comment elle est apparue, parce qu'on sait qu'il y a des solutions comme Bloomberg qui existaient depuis des années. Ça répondait à un réel besoin, une nécessité au sein du monde de la finance. Clairement, oui. Hein. Comme, je pense que le hasard, ça n'existe pas vraiment en fait. Hein. Donc souvent, il y a quelque chose en gestation et à un moment donné, il y a une idée ou un événement qui est un peu un catalyseur pour des changements. Ça peut être une nouvelle technologie, ça peut être un nouveau modèle de business. Hein. Donc on l'a vu à grande échelle avec le e-commerce il y a de nombreux exemples en fait. D'un coup, on a vu un changement de paradigme en quelque sorte. Donc, Symfony. Alors, il y avait une sorte de confluence de circonstances, je dirais, qui facilitait la naissance d'une boîte comme Symfony. Premièrement, il y avait une pression de lutter un peu contre la totale prédominance de Bloomberg dans les marchés financiers. Je parle essentiellement de ce qu'on appelle le capital markets. Hein. Donc, c'est pas le monde bancaire. Le retail banking, c'est un peu différent, mais là, on parle vraiment du cœur des marchés financiers. Au Bloomberg, un terminal de Bloomberg coûte, on arrive à peine à le croire, mais plus que $20 000 par an par un poste de travail.
Et la plupart des utilisateurs de Bloomberg font une utilisation relativement minimale de la plateforme Bloomberg elle-même, c'est-à-dire ils utilisent ça vraiment comme un outil de communication. Un peu enrichi, donc ils ont accès à des flux de marché financiers, mais c'est vraiment pas sorcier qui vaut pas un prix comme ça, vu qu'on voyait naître des end consumer platforms qui offraient des choses quasiment gratuitement. Skype à l'époque était gratuit pour les end users. Ça a été changé par Microsoft après, mais c'est une autre histoire. D'ailleurs, notre PDG, il a bossé chez Skype quand Skype a été acheté par Microsoft à l'époque. Donc, il y avait cet énervement contre Bloomberg et tout le monde a trouvé un peu une bonne idée pour essayer de trouver un moyen de contrer ce monopole, en fait, qu'a Bloomberg. Donc, il y a plusieurs grandes banques d'investissement en banque d'affaires, en l'occurrence, notamment Goldman Sachs, qui ont développé des outils internes pour tester, pour voir un peu est-ce qu'il n'y a pas une contre-proposition pour ça. Et en même temps, il y avait la régularisation qui a été beaucoup endurcie suite à la crise de subprime en 2007-2008. Donc, les banques avaient besoin de communiquer en interne, mais aussi avec leurs partenaires, mais tout de même avec des contrôles régulatoires très forts. Par régulatoire, je veux dire on fait du recording de tout ce qui se passe et si on a accès au système cryptographique, c'est que nos clients, donc Symfony n'a pas accès à ça, mais nos clients, ils peuvent exporter et surveiller tous les échanges qui se font à travers le système. Et donc, il y avait David Gurley, le fondateur de Symfony, qui a fait une grande partie de sa carrière dans la communication, dans la sécurité et aussi dans les finances, partiellement via Thomson Reuters. C'est plutôt quelqu'un qui vient vraiment des systèmes de collaboration, qui avait l'idée de commencer à offrir, de créer une solution, ça s'appelait Perzo, c'était le nom initial avant Symfony, pour offrir une plateforme de communication relativement cloud-based, premièrement, et radicalement encryptée. Donc, il y avait un couple, David Gurley et Mike Harmon, qui était le CTO historique de Symfony, qui ont créé une société qui s'appelle Perzo et qui commençait à faire une solution de chat. Et donc, à un moment donné, comme David était très, très bien connecté, il est toujours excellemment bien connecté, on verra ça pour le fundraising un peu plus tard, je m'imagine. Il y avait cette connexion qui s'est faite via le drive ou le leadership de Goldman Sachs, de dire, OK, il y a une petite pépite qui s'appelle Perzo, on voulait faire quelque chose en interne, pourquoi ne crée-t-on pas une sorte de consortium autour de ça? Et on crée une boîte, on la finance et on essaie de faire une proposition qui sert l'industrie, qui donc s'adresse à un problème de consolidation, parce que tout le monde avait le même problème, et qui est en même temps cette contre-proposition contre Bloomberg. C'est pour ça que si vous avez fait un peu de recherche sur Symfony, vous allez trouver des articles où on parle de Bloomberg Killer, ce qui n'est plus du tout notre stratégie actuelle, mais c'était un peu l'idée initiale. Donc, du coup, il y a une sorte de groupe très, très puissant qui s'est formé autour de Goldman Sachs. Donc, le cercle, le inner circle, comme on dit, était Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo et quelques autres. BNP a investi un peu plus tard pas mal d'argent dans Symfony. Et donc, Goldman a l'habitude de faire ce genre de choses, en fait. Donc, parfois, ils disent, OK, il y a un problème pour l'industrie. On appelle nos copains, qui sont souvent les ennemis d'ailleurs. On dit, OK, là on veut pas se chamailler. On met nos forces ensemble et on crée un consortium. Donc, ça a généré le board of directors initial de Symfony,
qui sont d'ailleurs toujours nos investisseurs principaux, en disant, OK, on vous donne les moyens, on vous prend aussi en tant que client pour qu'il y ait une base réelle d'utilisation, et on génère cette société qui a donc évolué de Perzo pour devenir Symfony. Tout ça s'est fait à Palo Alto il y a 7 ans en arrière, 7 ans et demi peut-être maintenant. C'est relativement récent. Et donc, les utilisateurs principaux initiaux, c'était JP Morgan, qui est de loin le plus grand utilisateur, Goldman, ceux que je mentionnais. Après, il y a les banques européennes qui sont arrivées, BNP, les Asiatiques. Je ne peux pas tous les citer, il y a des centaines de clients sur la plateforme. Jusqu'à ce qu'on a atteint la vitesse de croisière de quelques centaines de milliers d'utilisateurs, 200-300 000. Et après, il y avait une phase de croissance relativement forte. Et maintenant, on doit avoir actuellement dans les 560 000 utilisateurs sur la plateforme. Ce qui est beaucoup parce qu'on cible toujours le cœur de l'investment banking et leur contrepartie, ce qu'on appelle la buy side, parce que généralement, c'est les grandes maisons, les banques d'investissement, les banques d'affaires qui mettent sur le marché des produits, qui sont donc ce qu'on appelle les market makers. Et de l'autre côté, il y a les hedge funds, les fonds d'investissement. Donc en France, c'est Amundi, AXA, ce type de boîte. Ou voir Air France quand ils veulent acheter un produit qui leur garantit le prix de kérosène sur les 3 années à venir, par exemple, ce type de produit. Donc, ces deux parties doivent constamment parler. C'est vraiment un marché, en fait. Il y a la demande de fournisseurs. Et donc, Symfony est un des outils fondamentaux pour établir ces échanges. Donc, et c'est 550 000 utilisateurs, c'est beaucoup parce que sur sur Bloomberg, il y a à peu près 300 000. Donc, pour vous donner un peu une idée de scale. Et petit à petit, on verra ça dans l'évolution de la stratégie. On voit maintenant aussi dans les autres branches des banques, le wealth management, donc c'est la gestion de clients très riches, ou voir le retail banking, qui est les banques qu'on voit vraiment, qu'on utilise tous les jours, en fait, quand on va à une agence ou un distributeur, ce qui n'est pas du tout ce que Goldman Sachs fait, par exemple. C'est vraiment, ça ne les intéresse pas beaucoup. Peut-être de plus en plus, mais ce n'est pas leur business model historique. D'accord. Et vous avez mentionné que donc l'aventure elle a commencé à Palo Alto pour Symfony, à la base Perzo, mais aujourd'hui vous êtes sur Sophia Antipolis, qui est la branche de recherche et développement de Symfony. Je sais que vous avez hésité avec plusieurs villes, il y en avait 19 qui ont été étudiées à la base, 2 qui ont été plus ou moins retenues en fin de course, Sophia Antipolis d'un côté, Singapour de l'autre. Qu'est-ce qui vous a fait trancher en particulier sur ce choix de Sophia Antipolis? Et aussi, qu'est-ce qui est développé en ce moment et les perspectives d'avenir pour Symfony grâce à ce site en ligne? Alors, premièrement, nous sommes toujours à Palo Alto. Techniquement, on est toujours headquartered à Palo Alto. On a toujours un site de développement à Palo Alto. Mais la croissance forte a été, en tout cas, sur les 18 mois passés, était à Sofia. Donc, on est passé de 5-6 personnes à 140, 150 personnes maintenant. Donc, l'année dernière, malgré la crise Covid, on a géré une croissance assez forte ici à Sofia. Pourquoi Sofia? Symfony a une activité très globalisée, en fait. Donc, je dirais le cœur historique de nos clients est assis sur la côte est américaine, beaucoup à Londres, évidemment. Londres, c'est la plus grande place financière au monde, en tout cas avant Brexit. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais Londres est très important. J'ai mentionné des clients en France. On travaille avec la BNP à grande échelle, avec la Société Générale. On a pas mal de contacts avec Amundi, AXA, les grandes banques suisses sont sur la plateforme, surtout UBS, Crédit Suisse un peu moins. Et on a beaucoup de clients en Asie, Singapour, Tokyo, Japon. Et donc, Palo Alto,
avec la time différence, c'est très compliqué de travailler avec Palo Alto si vous avez des gens qui sont en Asie, en Europe, qui participent dans le code. Je fais ça quasiment tous les jours. Je peux vous dire, c'est pas très plaisant. Donc, une localité plus centralisée était certainement un des choix primordial. Ensuite, évidemment, le coût de l'ingénierie. Palo Alto est extrêmement volatile et cher, en fait. Je ne sais pas si quelques-uns de vous sont là dans l'informatique ou non, mais un salaire, juste la partie fixe de base d'un développeur, si c'est quelqu'un vraiment fort, dépasse vite et facilement les $200,000 hors participation, hors bonus. Donc c'est vraiment très, très cher, en fait. Et ça peut aller très haut. Ensuite, la disponibilité de talent. Dans mon job précédent à Amadeus, on a embauché en 10 ans plus que 5 000 ingénieurs à Sophia Antipolis. On a créé énormément d'emplois et on a pioché dans les meilleures écoles, essentiellement européennes, donc bien sûr français, mais aussi allemandes, polonais, russes, espagnols, italiens, suédois, au KTH, en Angleterre. Il y a une attractivité très forte de ce site. Sophia Antipolis a une bonne réputation, une excellente réputation de qualité de vivre. Il y a un très, très grand pôle de recherche d'intelligence artificielle ici. Et donc, la disponibilité de ce pool of talents était très important. Et par ailleurs, on a pas mal de gens qu'on a embauchés ici ont été embauchés vraiment localement sur Sophia. On n'a pas forcément dû chercher ailleurs. On était probablement un peu facilité par la crise Covid, notamment le fait qu'une boîte comme Amadeus a beaucoup souffert avec la crise. Vous vous en doutez, de voyage. L'industrie aérienne est partie en Europe depuis un an. Donc, ça a laissé des traces, ça nous a facilité un peu le recrutement. Après, en France, il y a cette particularité de crédit d'impôt de recherche, en fait, qui est une sorte de subsidizing de la création de valeur, qui fait que les salaires moyens en France sont presque perçus comme un low-cost country depuis les US, en tout cas. Donc, on est bien largement plus que 2 fois moins cher par un ingénieur. Donc, en plus, il y avait d'autres critères, donc stabilité politique, la qualité de vie générale, le fait qu'on n'a pas de contraintes de visa en Europe, tout un tas de raisons qui ont penché en faveur. Singapour est intéressant, mais Singapour est plutôt un business hub qu'un technology hub. Donc, il n'y a pas une profondeur énorme de disponibilité d'ingénieurs. Et à Singapour, si on rentre dans une sorte de talent war, les salaires flambent aussi assez, en fait. Donc voilà. Et peut-être le fait que David Gurley a grandi pour une partie de sa jeunesse à Cannes a peut-être pesé aussi un peu dans la balance. C'est possible que ça ait joué, mais il effectivement. connaît bien la région, en fait. Parce qu'il y avait la question, je pense qu'il y avait la question aussi Saclay ou Sophia Antipolis, où le plateau de Saclay devient un endroit assez intéressant, mais aussi relativement cher par rapport à Sophia. Donc voilà les raisons pourquoi on est ici. Et juste pour l'anecdote, il y a longtemps, j'ai essayé de convaincre ma femme d'aller vivre en Californie. Comme mon ex-chef à Paris a co-créé LinkedIn. Donc, j'avais l'opportunité de faire partie de groupes de 5 personnes qui ont créé LinkedIn tout au début. Pour des raisons familiales, on a décidé de rester ici. Je ne regrette pas. J'ai une vie professionnelle intéressante ici. Et là,
presque 20 ans plus tard, ou 20 ans plus tard, il y a du coup une startup, une licorne californienne qui a ouvert ses portes quasiment en face de ma maison ici, en fait. Donc, du coup, je me suis dit, bon, c'est un peu un appel du destin, en fait. Et j'ai pris cette opportunité. Et comme quoi, vous avez bien fait. Et pour avoir développé tout ça au sein de Symfony, ce développement qui s'est fait sur plusieurs années, c'est pas arrivé tout seul. Et pour y arriver, il y a eu des levées de fonds. Et j'aimerais bien qu'on en parle maintenant, en particulier sur le fonctionnement de ces levées de fonds, puisque vous l'avez rappelé, Symfony, ça s'est créé autour d'un consortium à la base, donc c'est pas un financement classique comme on pourrait l'avoir au niveau du fundraising, que ce soit avec des valorisations comme des discounted cash flows ou une approche comparative. Là, ça a vraiment été fait en consortium ou même du crowdfunding. J'aimerais savoir qu'est-ce qui va changer par rapport à une levée de fonds classique, les différentes étapes, que ce soit de l'amorçage ou l'early seed, à la dernière série D qui a été réalisée en 2019 à plus de 160 millions de dollars. Je dirais le grand changement par rapport, la grande différence par rapport à une levée de fonds classique, qui se fait plutôt normalement auprès de private equity ou de business angels, ce genre de boîte, et que les gens dans nos structures fondatrices, notamment chez Goldman, sont eux-mêmes des gens qui gèrent des fonds d'investissement. Donc, par exemple, le Goldman Sachs, c'est la personne qui est derrière Symfony, qui tire beaucoup de ficelles, qui s'appelle Darren Cohen, qui est la personne en charge de Strategical Investment Funds de Goldman Sachs. Donc, c'est une unité qui gère des milliards de fonds, pour la plupart propres à Goldman Sachs, qui ont l'habitude d'investir dans des sociétés tout azimut. Et par ailleurs, ils ont un retour financier de plus de 25% en moyenne sur les derniers 10 ans et plus. Donc, ils font beaucoup d'argent avec ça, ils ont l'habitude de faire ça. Donc, ce que je dirais, je pense que le grand changement, c'était la bienveillance de nos investisseurs, de nous aider à trouver l'argent, en fait. Et c'est des structures qui font ça de manière professionnelle tout le temps. Après, il y a d'autres investisseurs, aussi non financiers qui ont participé. Google a investi aussi dans Symfony, pas beaucoup, mais ils ont investi un peu comme d'autres parce qu'ils voyaient qu'il y a un groupe relativement puissant qui se met ensemble et ils se sont dit, OK, ça a l'air intéressant, on y participe. D'ailleurs, on travaille beaucoup avec Google grâce à ça, ou à cause de ça. Donc, je crus comprendre que le financement initial, je n'étais pas là, donc j'ai eu ça via David un peu indirectement, était en partie levé via des private equity firms, mais toujours sous le drive de nos grands investisseurs. Et je peux vous garantir que ça change beaucoup si quelqu'un comme Darren Cohen arrive en disant on met de l'argent sur la table. La motivation de suivre est très très forte. Darren a été voté par le Wall Street Journal parmi les 10 personnes les plus influentes de Wall Street. Ça vous donne un peu une idée de l'influence qu'ont ces gens. Et ils voyaient que Symfony commençait à décoller, que l'utilisation augmentait. Et ils ont successivement, presque chaque année en fait, je crois, il n'y avait que 2016 où il n'y avait pas de fundraising. Chaque année, entre 50, 100 jusqu'à 150 millions de dollars investis. Et après, il y a, comme je dis initialement, les structures européennes qui ont participé. La BNP est un très grand investisseur dans Symfony. Récemment, on a reçu des fonds de Chinois, donc ça montre qu'il y a beaucoup d'intérêt là-dedans. Donc, la grande différence, je dirais, c'est on a un peu moins ce problème ou ce travail de faire le tour de tous les investisseurs. C'est assez. Je parlais pas mal avec des gens qui ont créé des boîtes, mais le fundraising initial, c'est un travail
assez intense, hein. Il faut vraiment sonner à beaucoup de portes, hein, convaincre beaucoup de gens pour avoir l'argent. Il y a beaucoup d'argent, mais il faut quand même faire ce travail de conviction et avoir une idée qui plaît. Et là, je dirais la grande différence dans Symfony est qu'on a eu des avocats extrêmement puissants derrière nous. Ça aide à plaider une cause qui est quand même beaucoup plus grande et qui facilite grandement la chose. Surtout que si on regarde les valeurs des levées de fonds, l'early seed a quand même atteint 100 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable, en particulier pour un projet de ce genre. Et j'aimerais revenir aussi sur la stratégie commerciale, parce que vous avez parlé d'un positionnement initial qui était en concurrence avec Bloomberg à la base, mais que désormais ça a changé. Alors, quels ont été les choix qui ont été effectués et surtout les conséquences derrière que ça a amené au niveau de Symfony et de la manière de se positionner actuellement sur le marché? Avant qu'on aille là, juste pour finir la discussion autour de fundraising, je veux juste mettre ça en perspective que, à mon sens, quand je vois Symfony maintenant, je crois qu'il y a aussi un danger là-dedans d'avoir accès presque trop facile à l'argent. Ça ne génère pas vraiment, comment dire, un rapport à l'argent, comment je peux dire ça, hein? Prudent, on va dire. Parce que je pense que Symfony a dépensé pas mal d'argent et aurait pu parfois probablement être un peu plus économe avec les moyens mis à disposition. C'est juste une parenthèse comme ça. C'est le fait de fighter ou de lutter vraiment pour le financement est peut-être parfois un peu aussi vertueux. Voilà ce que je veux dire. Oui, ça a des effets bénéfiques et c'est clair que même si ça facilite la chose, c'est pas forcément ce qui va amener à peut-être obtenir le meilleur retour sur investissement avec les capacités que l'on a déjà ou que l'on souhaite acquérir. Tout à fait. Je pense que si c'était l'argent d'un investisseur privé qui était le PSG, à mon avis, certaines choses ne seraient passées différemment. On aurait probablement serré un peu plus le contrôle sur les dépenses. Et Vous avez des exemples? J'étais à San Francisco, comme GitHub avait levé 100 millions de dollars sans même avoir demandé de financement. Et ça a mené à tout un tas de problèmes parce que les gens ne savaient plus quoi faire avec l'argent, littéralement. En fait. Donc, c'est pas non plus le but d'une société. Ce n'est pas le cas de Symfony non plus. Hein, mais je voulais juste mettre ça en perspective que c'est bien, évidemment, d'être solidement financé. Mais ça ne génère pas forcément toujours les bons réflexes. Hein. C'est peut-être mon côté allemand ou protestant, je ne sais pas. Mais je voulais juste le dire aussi pour donner une perspective un peu complète. Mais c'est important de le préciser parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Pour beaucoup d'entrepreneurs, une levée de fonds, c'est avoir de l'argent, ça reste quand même une nécessité. Et en même temps, c'est quelque chose qui est assez récurrent. Mais avoir des sommes aussi importantes mises à disposition, ça amène aussi beaucoup d'autres enjeux de danger, comme vous en avez parlé juste avant, qu'on n'imagine pas forcément. Tout à fait. Après, bon, hein, les structures avec lesquelles on travaille, les personnes qu'on recrute, hein, c'est des structures qui ont l'habitude de brasser beaucoup d'argent aussi, en fait. Donc, il faut voir si nous, à New York, on recrute des gens et on débauche des gens de Goldman Sachs ou de JP Morgan, je vous laisse imaginer les salaires que touchent ces gens. Donc, c'est aussi ce monde qui veut ça un peu. Mais je voulais juste dire, l'accès facile à l'argent, c'est une chance, mais c'est aussi une grande responsabilité, je pense. Eh bien, écoutez, on va pouvoir passer à la question suivante. Donc, par rapport au positionnement initial, donc à la base, c'était pour faire concurrence à Bloomberg. Ça a été créé dans cette optique-là pour répondre à un besoin qui n'était pas couvert par l'utilisation quotidienne qu'on avait de cet outil-là. Mais derrière, le positionnement, il a changé. Pourquoi ces choix, lesquels ont été faits assez rapidement et où au cours des années, et surtout les conséquences que ça a eu derrière sur le développement de Symfony? Alors, l'idée fondamentale au début, c'était vraiment le secure chat, un peu comme Slack, hein, mais beaucoup plus focalisé sur
sur la cryptographie et les capacités régulatoires, comme je dis au début. Donc, le recording et tout ça. Après, qu'est-ce qui s'est passé dans l'informatique? Ça avance assez vite, ça bouge beaucoup. Entre-temps, sont avérées des plateformes de communication. On parle de UCaaS, Universal Communication as a Service. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont rentrés dans ce domaine, plutôt dans une logique end user, consumer logic, mais aussi des acteurs comme Microsoft, via leur plateforme Teams, qui est en fin de compte une plateforme de communication, de chat, qui vous offre accès à des videoconferencing. Et d'ailleurs, on est sur Teams ici. On aurait pu faire ça sur Symfony par ailleurs, mais la réalité est que, je dirais, l'environnement compétitif a changé pour nous. Et le focus super fort sur la cryptographie a peut-être été un brin relaxé par les banques aussi. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe dans le positionnement de Symfony et l'environnement compétitif est que, notamment Microsoft Teams, est quasiment présent partout parce que toutes les grandes structures sont des utilisateurs Microsoft, donc ils ont les grands contrats Office 365 et par ce corporate contract, ils ont Teams inclus. Donc, pas mal de nos clients sont venus nous voir en disant « Ok, c'est très bien Symfony, mais je paye pour Symfony et Teams est gratuit. » Teams est gratuit parce que généralement, c'est payé par les budgets centraux des banques et pas par les business units. Donc, il y a une sorte de compétition presque un peu malhonnête pour nous, mais c'est une réalité, quoi. Donc, les gens avec lesquels nous on parle, par exemple dans la partie trading des banques, ils ne se préoccupent pas de ces budgets-là parce que c'est le budget du Global CIO, c'est géré au niveau du groupe, et on a déployé les outils, et voilà, c'est là. Donc, il y a des plateformes comme Zoom qui ont apparu, qui vont dans le Universal Communication. Skype a beaucoup fait évoluer sa plateforme et va aussi maintenant plutôt dans la partie business de plus en plus, Skype. Donc, ce monde s'est un peu rempli en peu d'années parce que, au fond, je pense que tout le monde est convaincu que la communication à l'échelle par email est très pénible. Moi, Amadeus, ça m'est arrivé, en moyenne, je recevais entre 700 et 1200 mails par jour. Et tout le monde répond à tout le monde, donc il y a des mail threads qui se démultiplient et on n'arrive pas trop à suivre. Donc, l'idée de bouger vers de persistent chat rooms a pris forme, et donc il y a tout simplement plus d'acteurs qui sont venus sur ce marché-là. Donc, le positionnement d'être un outil essentiellement de chat devenait un peu inconfortable pour Symfony, ou est devenu un peu inconfortable pour Symfony. Donc, le changement directionnel dans la stratégie pour Symfony est vraiment d'aller plus dans le vertical de la finance, d'offrir plus de capacité pour le monde financier qui vont largement au-delà de la plateforme de chat. Donc, concrètement parlant, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des process, des workflows dans le monde financier qui sont Customer Lifecycle Management, par exemple, le Trade Lifecycle Management. C'est, pour vous donner en une minute un peu de contexte, si, par exemple, Goldman Sachs veut faire du business avec un hedge fund ou quelque chose comme ça, ou avec un investisseur institutionnel. Maintenant, Goldman, ils ont toute une panoplie de produits qui sont tous surveillés par des corps régulatoires, en fait. La CFTC aux États-Unis, en Europe, c'est le MiFID qui régule ça. Et
Et donc, il y a beaucoup de contrôles qui vous obligent de vraiment vérifier avec qui vous échangez et quel risque est engagé et quelle est la santé financière de votre partenaire, votre counterpart. C'est un peu comme si vous prenez un prêt auprès d'une banque. Ils vont regarder si vous avez les moyens de le rembourser, il y a des papiers à remplir. Et c'est un monde très hétéroclite, très complexe, qui appelle un système central qui permet d'intervenir, parler facilement avec les partenaires, mais aussi de gérer des assignements de tâches, de suivi de process où on en est dans ce workflow de customer onboarding, en l'occurrence. L'autre exemple, c'est le trading lui-même. Si vous imaginez un swap de interest rate, donc en échange de taux d'intérêt, ça se fait assez fréquemment parce que quelqu'un a un taux variable et veut avoir un taux fixe, ou quelqu'un a une dette en euros, mais il préfère avoir une dette en dollars parce que sa comptabilité est en dollars. Donc, les gens s'échangent les créances, interest rate swap. Donc, c'est des produits relativement complexes qui ne sont pas des produits standards, en fait. C'est de handcrafted, over-the-counter, on appelle ça. Et donc, il y a deux traders qui se mettent d'accord. Ils disent, OK, deal done. Hein. Et après, bof, ils donnent ça au mid et back office dans les banques. Hein. Et grosso modo, ils leur disent, bah, voilà le contrat, démerdez-vous. Et l'exécution d'un trade comme ça peut durer plusieurs années. Si on s'échange une dette qui est contractée sur plusieurs années, il faut synchroniser les flux de remboursement. Il y a très souvent des clearinghouse au milieu qui sont comme la caisse de consigne en France ou Clearstream, en fait, des intermédiaires qui garantissent les transactions et qui assurent le risque. Donc, c'est très compliqué et assez souvent, ça tourne pas très bien. Il y a des trade exceptions, on appelle ça, où on a vu plusieurs milliers de mails échangés à cause d'un seul deal qui est devenu un peu bancal. Et donc, l'idée de Symfony derrière est assez élégante de dire, OK, on ouvre un thread de communication, un canal de communication. On communique à travers ça et on associe ça à un deal. Et par la nature même du système de Symfony, toute la communication est donc canalisée dans cette canal de communication. Tout est enregistré. Et si jamais un auditeur veut venir et dit, OK, qu'est-ce qui s'est passé? On peut lui donner, voilà, toutes les informations échangées à ce deal-là. Si on n'a pas ça, littéralement, ils doivent contacter plein de monde, ils doivent exiger qu'on leur sorte tous les mails qui ont été échangés ou d'autres documents qui ont transité. C'est très, très compliqué. Donc, c'est que deux parmi de multiples exemples ou une plateforme comme Symfony qui connecte des humains, mais aussi des systèmes. C'est ça qui est intéressant entre eux pour gérer les communications, les workflows et les échanges entre les organismes. Et moi, personnellement, je suis convaincu qu'on est devant une décennie où les interactions homme à homme, personne à personne, vont être augmentées par des agents intelligents, des digital agents. Et on verra, dans la digitalisation, la transformation digitale, on verra de plus en plus d'humains qui vont finalement s'adresser à un agent qui peut être un autre humain ou un agent digital, un système ou une intelligence artificielle. J'ai tendance à appeler ça la augmented automation. Et c'est une phase qui va durer longtemps avant que ce soit complètement digitalisé. Parce que le monde interbancaire est d'une hétérogénéité biblique. J'imagine bien. Mais les exemples sont très parlants, en particulier pour le trading. On peut voir vraiment l'application de Symfony en lui-même et comment ça peut aider sur ce terrain-là. On va pouvoir ouvrir pendant 10 minutes, donc jusqu'à 18h. Je vais vous laisser dans le chat poser vos questions si vous en avez. N'hésitez pas, on va les lire au fur et à mesure. Avant le temps que les questions arrivent, moi j'en aurais une, plus par rapport à l'informatique. Étant donné que c'est un logiciel, est-ce que vous fonctionnez aussi avec des bug bounty? Pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec le monde de l'informatique,
lorsqu'on a des logiciels ou des sites web, souvent, pour des très grosses entreprises, on ouvre une plateforme qui est dédiée à la recherche de bugs. Et pourtant, pour un bug d'une plus ou moins grande taille, on alloue une somme d'argent qui sera récompensée à la personne qui trouvera la résolution de la faille ou même une nouvelle faille. Ça arrive que des personnes trouvent ce qu'on appelle des zero day and try. Et auquel cas, il faut que ça soit réglé et des white hackers sont payés pour ce genre de choses. Est-ce que Symfony fonctionne avec ça? Actuellement, on fait pas ça. On le regarde. Je trouve que c'est une idée très intéressante, réellement, mais on n'a jamais mis en place. Donc, c'est quelque chose, peut-être un jour, on le fera. J'ai tendance à faire l'analogie que ce que vous appelez le white hacker, c'est un peu le système immunitaire de l'informatique, hein. Et c'est très, très bien de faire appel à leur service parce que beaucoup de failles critiques, heureusement, pour les grands systèmes d'informatique ont été découverts et notifiés auprès de Google et plein d'autres boîtes, hein, avant qu'ils étaient réellement exploités. Mais actuellement, on ne fait pas ça, on a trop de choses à faire, à vrai dire, simplement pour mettre en place le programme, même si je trouve l'idée très intéressante. Oui, puis vu les clients que vous avez, la cible aussi, c'est peut-être plus difficile à mettre en place que par exemple pour Google qui est accessible par tout le monde et C'est ça. qui est peut-être opaque. En fait, ce qu'on appelle communément notre attaque de surface, le surface attack, pardon, est beaucoup plus petit par le fait que Symfony n'offre pas ou que très peu de points d'accès des API qui sont ouverts au grand public, hein. Donc, les connexions réseau sont contrôlées et généralement, c'est ce qu'on appelle le network peering, donc les connexions entre les réseaux, entre des zones sécurisées dans le cloud où tourne Symfony et les data centers des banques, hein, ou d'autres zones privées dans le cloud, si jamais les banques sont déjà dans le cloud, ce qui est généralement pas le cas, hein. C'est très conservateur, le monde financier. Donc, on est un peu moins exposé que Facebook ou Google ou Apple ou des boîtes comme ça qui sont radicalement end-user exposed, ou qui ont carrément des devices comme des téléphones ou des choses comme ça, en fait, où le risque de se faire hacker est moindre, je dirais, par la nature du fait qu'on est dans du B2B, business to business, hein. Oui, je comprends parfaitement. Alors, si on n'a pas de questions pour le moment, moi j'aimerais en poser une deuxième par rapport surtout là sur la cryptographie qui a été employée pour faire un rapide topo à ceux qui ne connaissent pas vraiment comment se passe au niveau des chiffrements. Il y a à peu près 3 types de chiffrements qui sont exploités avec ce qu'on appelle la cryptographie symétrique, asymétrique et hybride. L'une fonctionne avec une clé publique seulement communiquée entre les personnes qui vont chiffrer leur message. La deuxième fonctionne avec un système de clés privées et clés publiques. La clé publique est échangée entre les personnes, mais la clé privée reste secrète pour la personne qui l'utilise. Et enfin, hybride qui est un mélange des deux. Au niveau de Symfony, ça fonctionne comment? On emploie un système, c'est un peu, il faut que je fasse un peu attention de ne pas parler trop longtemps là. Alors, le principe fondamental, c'est un système asymétrique à plusieurs étages. C'est-à-dire que, premièrement, le système qui fournit les clés maîtres, ça c'est vraiment très important pour même la naissance de Symfony. Le système qui fournit les clés maîtres d'encryption sont gérés par ce qu'on appelle le HSM, le Hardware Security Management System, qui tourne dans les centres de données de nos clients. C'est-à-dire, Symfony ne le génère pas, ne le stocke jamais en clair, donc ils sont complètement encryptés, les clés eux-mêmes sont encryptées, et Symfony ne peut pas les accéder. C'est une des très grandes différences
des autres systèmes, parce que tout le système vous dit, WhatsApp et autres, que c'est encrypté end-to-end, donc tout le flux de données est encrypté de A à Z, mais ça reste toujours Facebook qui fournit les clés maîtres, en l'occurrence de WhatsApp, parce que WhatsApp appartient à Facebook. Dans le cas de Symfony, les clés maîtres sont gérées par un agent de Symfony qui est dans les centres de traitement de nos clients et qui gère l'accès à ce qui est Master Key Management System, qui est le HSM. Après, Symfony utilise des clés dans notre terminologie, on appelle ça des rooms, donc des salons de communication, de threads, dans la terminologie de Slack, où chaque thread de communication a sa propre clé, qui est une clé dérivée de la clé maître. Ce qui veut dire que seulement les gens qui participent à cet échange-là peuvent lire le contenu. Donc, même si jamais il y a une clé qui est compromise, ce qui ne nous est jamais arrivé, mais si jamais une clé de communication est compromise, il n'y a que cette communication qui sera compromise, si vous voulez. Donc, c'est pour ça que je parlais d'un système à plusieurs étages. Mais fondamentalement, c'est un système asymétrique, c'est-à-dire il y a une clé publique, une clé privée, et la clé privée est connue seulement de clients qui est la partie initiatrice de la communication. Si c'est une communication multi-participants, si c'est une communication au sein d'une banque, dans ce cas-là, il y a la clé maître qui est utilisée. Et les gens qui participent à cette communication peuvent y accéder via une clé publique. Je ne sais pas si j'étais très clair, c'est relativement compliqué, cette partie-là. Oui, ça... Asymétrique à multiples étages. D'accord, mais même si c'est quelque chose de très compliqué, ça vaut quand même le coup d'y expliquer, en particulier parce que c'est des choses en école de commerce dont on n'a pas forcément l'habitude de parler, et pourtant, ça entoure tous les systèmes de communication. La cryptographie, c'est quelque chose qui est utilisé tous les jours désormais, et plus on est amené à se digitaliser, plus ça sera en place. Donc, connaître le fonctionnement, ça reste quand même très intéressant. Donc, on a une question sur le chat. Au niveau du nom, pourquoi Symfony, et est-ce qu'il y a une raison particulière à ce nom? Je franchement ne sais pas. Je crois que ça paraissait un nom élégant, il y a l'aspect d'orchestration d'un groupe de personnes, mais je n'ai jamais vraiment creusé quelle était la genèse de ce nom. Par contre, moi, personnellement, ça m'a amusé. Après Amadeus, d'aller vers Symfony, j'ai trouvé ça joli comme évolution de carrière. Donc, désolé. C'est assez sympathique. Je pense que c'était juste un nom dans le branding. C'était un nom dans le branding qui est inclusif, qui est harmonique, qui implique la notion d'un orchestre et un alignement de rythme et de cadence. Ce qu'on essaie de faire via le consortium. Je comprends, et ça s'intègre parfaitement bien. Alors, pour passer à la prochaine partie, où là, on va aller sur une partie peut-être un peu plus technique. Au niveau déjà de la stratégie produit, j'aimerais revenir sur un choix qui est fait par Symfony, qui est de se connecter à des interfaces externes, contrairement à Bloomberg, mais aussi l'intégration des chatbots. Alors, pourquoi ces deux choix, et comment ça se met en place sur Symfony, et les améliorations que ça a pu apporter par rapport à Bloomberg, justement? Excusez-moi, mon téléphone a sonné en même temps. Le chatbot, quel était le premier? Excusez-moi. Les interfaces externes. Ah. Le fait de pouvoir se connecter à des interfaces externes, des API. La première partie, les interfaces, c'est clairement une conséquence par rapport à l'aspect très hermétique de Bloomberg. Bloomberg, c'est un environnement très fermé,
qui n'accède pas, il n'y a pas d'ouverture. Vous ne pouvez pas faire des extensions dans le système, vous le prenez tel quel, point barre en fait. Ça vient, packagé, installé, c'est tout. Donc, l'idée de Symfony était dès le début une ouverture et une contre-proposition qui permettent une certaine forme d'extensibilité de système par des parties tiers, par nos clients ou même par Symfony même en fait. Donc, on utilise les mêmes systèmes internes pour créer des bots ou pour augmenter la plateforme. Donc, l'ouverture en fait. Maintenant, depuis quelques années, il y a beaucoup de gens qui parlent vraiment de plateformes ouvertes. Et dans cette pensée de platform as a service, l'idée que les API sont disponibles et on peut utiliser des services fondamentaux pour créer des couches au-dessus, et maintenant paraît la norme en fait. Mais l'idée initiale ou le but initial était clairement de se démarquer de Bloomberg, qui était toujours critiqué pour son côté hermétique fermé. Donc, on a créé une plateforme qui est fondamentalement API-driven, ce qui est, d'un point de vue design système, la façon naturelle de faire, en fait. Maintenant, les chatbots, c'est votre deuxième question. Pourquoi on fait des chatbots ou pourquoi on autorise des chatbots? Et que de plus en plus, on positionne Symfony vraiment comme une plateforme dans le monde financier. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette plateforme? C'est un réseau, c'est 500 000 endpoints, c'est l'encryption qui passe à travers. Donc, si vous injectez quelque chose dans un point d'entrée Symfony, imaginons une application Symfony qui tourne sur un PC quelque part, vous vous interfacez avec Symfony, vous injectez quelque chose dans Symfony, automatiquement, tous les échanges que vous faites avec d'autres personnes dans ce canal de communication sont complètement encryptés par le système de cryptographie de Symfony. Donc, ça permet de faire tout un tas d'applications qui sont par définition très sécurisées et utiliser le réseau, la plateforme et le système de directory de Symfony pour mettre en place des applications au-dessus de Symfony. D'accord? Et la plupart de ces applications, chat, bots, sont de type conversationnel. C'est-à-dire, par exemple, vous voulez avoir une idée sur une entité financière, vous voulez savoir la recherche sur Apple ou quelque chose comme ça, la recherche financière sur Apple, je veux dire. Dans Symfony, il y a plein de points d'entrée qui ont été faits soit par nous, soit par nos clients ou par des boîtes tiers. Où vous tapez /Apple, par exemple, et d'un coup, il y a une fenêtre qui s'affiche qui vous donne le cours de Apple, les dernières analyses de la banque concernant Apple ou d'autres choses. Donc, pour développer un peu ça, pas mal de nos clients, la BNP a fait ça à grande échelle, utilisent Symfony pour distribuer le résultat de leur analyse, de leur recherche financière. Donc, à la BNP, il y a tout un groupe qui fait l'analyse financière. C'est-à-dire, ils font des analyses des résultats des sociétés, des analyses macro et microéconomiques. Ils prennent en compte des facteurs politiques et ils donnent des recommandations, des analyses de tout genre qui sont utilisées par d'autres intervenants dans la banque, des traders notamment, ou bien parmi les gens avec lesquels ils veulent faire des échanges à travers des produits financiers. Et donc, ils utilisent Symfony pour injecter ces données-là. Et une application typique d'un bot de la BNP, c'est de dire, OK, je produis un tel flux d'informations. Il y a un modèle de publish-subscribe, donc de souscription derrière.
Et les gens qui sont souscrits dans leur application Symfony, ils reçoivent ces informations-là et ils sont affichés joliment sous forme de charts, de graphes, de tableaux, ce qu'on en veut. Donc, les bots typiquement conversationnels qu'on voit sur Slack, qui sont uniquement ou essentiellement drivés ou contrôlés par le clavier seul, sont devenus des mini-applications ou des applications relativement sophistiquées, complètement graphiques, qui sont intégrées dans Symfony comme n'importe quelle capacité de Symfony nous-mêmes. Oui, et ça doit avoir une réelle plus-value du fait que la plupart des chatbots qu'on peut voir d'habitude ne sont pas spécialement graphiques, c'est beaucoup d'applications textuelles. Là, le fait que ça soit quand même aussi graphique, ça doit quand même apporter aussi une réelle plus-value derrière. Les deux ont leur valeur, en fait. Il y a les trucs les plus populaires, par exemple, dans Slack, c'est des choses très simples, en fait. C'est slash reminds, par exemple. Si vous voulez juste que le système vous rappelle dans une heure ou dans une journée, vous avez des petites commandes comme ça qui facilitent la vie pour ne pas oublier quelque chose ou pour générer une tâche dans votre liste, to-do list ou des choses comme ça. Souvent, c'est des choses assez simples qui sont très utiles. Donc, je ne questionne pas l'utilité de chatbot clavier, mais effectivement, le monde est de plus en plus sophistiqué et dans Symfony, il y a des extensions qui sont des vues où vous voyez genre une quarantaine de fenêtres avec des tickers qui vous affichent en temps réel les évolutions de cours de bourse, qui vous donnent les news flash, qui vous donnent les analyses financières. C'est vraiment une application au cœur d'un trading desk. Donc, pour ça, les bots sont extrêmement utiles. J'imagine bien. Et ça nous amène aussi au second point, avec une connexion à des interfaces externes, avec les chatbots aussi, et aussi une forte croissance dont vous avez parlé au tout début au niveau des utilisateurs. Quelle place ont ces interfaces externes et ces chatbots dans la scalability de Symfony? Ils ont la place radicalement primordiale parce que saturer le système avec des humains, c'est relativement difficile. Saturer un système ou pousser un système dans ses limites avec des programmes est beaucoup plus simple. Donc, si vous commencez à la scalability ou je n'ai jamais trouvé un mot français vraiment bien pour scalability, donc je vais continuer à l'utiliser. Et complètement déterminé par les bots. Donc, dans un système typique d'informatique un peu sophistiqué comme chez Symfony, on a des points de contrôle au niveau des API, du layer des API, où on dit, voilà, cet endpoint-là ne peut pas être appelé, disons, plus que 50 fois par seconde, 100 fois, 1000 fois par seconde, en fonction des contrôles qu'on met, pour protéger le système, parce que dans un programme d'informatique, c'est assez facile de rentrer dans une boucle et juste balancer à la plus haute cadence des messages dans un système. Ça arrive tout le temps, en fait. Et donc, pour se protéger contre ce type d'utilisation, souvent pas mal intentionnée, mais tout simplement buggée, en fait. On a des API Gateway où on peut mettre ce qu'on appelle le Quality of Service Control, pour dire, OK, voilà, le contrat pour cette API, c'est pas plus que 100 utilisateurs en parallèle et pas plus que 500 transactions à la seconde, par exemple. Après, il y a des problèmes un peu plus pernicieux dans un système de réseau social comme Symfony. On a eu de gros soucis avec ça au début quand je suis arrivé. Imaginons JP Morgan, il y a un canal de communication où tous les employés de JP Morgan qui ont droit à Symfony sont présents. 130 000 personnes à peu près. Maintenant, si vous postez un message dans un canal de communication comme ça, il faut donc distribuer cette information à 100 000 utilisateurs. Et la nature de nos logiciels veut que généralement on capte si quelqu'un est présent, on capte si quelqu'un a lu
cette information-là, et l'information que ça a été lu est re-envoyée au service central. Donc là, vous avez déjà 200 000 messages. Si quelqu'un dit, OK, j'ai lu ça, cette information est de nouveau blastée vers les 100 000 autres. Donc, il y a un risque de démultiplication dramatique qu'on observe dans des systèmes comme Facebook, Twitter, et on a ça aussi dans Symfony. Donc, il y a tout un tas de contrôles qu'on a mis en place pour éviter de souffrir de ce type de message storms, on appelle ça. Donc, la scalabilité est, pour la plupart du temps, mis à l'épreuve ou testée par les bots, par les applications. Et vu la nature du système, parfois, quand il s'agit de communication très, très large avec beaucoup de membres, ça peut être aussi les humains qui arrivent à saturer le système. C'est déjà arrivé que les systèmes de régulation n'arrivent plus à suivre la cadence humaine? Ça nous est arrivé, oui. Alors, dans ces cas-là, comment ça se passe? Quels sont les protocoles qui sont mis en place? Comment est-ce que vous, derrière, vous pouvez réagir pour que ça soit le plus fluide possible et que ça se corrige le plus rapidement? Ça dépend, il n'y a pas vraiment une réponse uniforme à ça. Généralement, la plupart du temps, ça se traduit par un purge de messages pas utiles ou pas importants pour rendre le système de nouveau fluide. Si c'est une option, parce qu'évidemment, on ne purge pas les messages qui ont été produits par les humains, mais il y a énormément de messages techniques qui sont véhiculés. Et si le système commence à être un peu dans un état bancal, on s'en fout à ce moment-là si on perd les messages, si quelqu'un a lu un autre message, par exemple. C'est tout simplement pas primordial pour la survie du système. Donc, on a des protocoles comme ça qui permettent un peu en cas d'urgence de purger les données. Il y a, comme on est basé sur le cloud, nos services tournent chez AWS et chez Google. Il y a souvent des moyens de temporairement augmenter la capacité, tout simplement. Par exemple, si vous avez plein de messages dans une queue, on peut temporairement dire, OK, au lieu d'avoir une dizaine de machines virtuelles ou de containers qui dépilent ces messages-là, on met temporairement 500. Juste pour temporairement accélérer largement le throughput. Parfois, quand je suis arrivé, on avait des situations où pendant quelques heures, on a vraiment dû lutter pour essayer de remettre le système à plat. Et dans un cas extrême, on a temporairement coupé l'accès externe tout simplement pour éviter qu'il y avait des messages qui rentraient, qui aggravaient le problème. Parce que assez souvent, c'est des agents externes qui mettent à plat le système. Et à ce moment-là, on n'avait pas encore le moyen de contrôler au niveau des points d'entrée, au niveau des API, de throughput. Donc, on ne pouvait pas sélectivement couper juste une partie du trafic qui provenait de JP Morgan, par exemple. Ça venait à travers d'un grand tuyau réseau et il n'y avait pas la bonne granularité pour contrôler finement les messages individuels. Et dans un très grand système comme Amadeus, on a mis une dizaine d'années à tuner le système à la granularité nécessaire pour vraiment s'assurer qu'il n'y a pas de points faibles qui peuvent casser quand quelque part il y a une surcharge du système. Dans les grands systèmes distribués, ça devient presque un art en tant que tel. Mais bon, en Symfony, on n'est pas encore à cette échelle-là. Donc la plupart du temps, ça se résout par un purge ou une augmentation de capacité. Et puis d'ailleurs, avoir cette augmentation de capacité qui est possible, même temporairement, pour éviter un effet goulot qui empêche les données de passer, ça reste quand même quelque chose qui est super intéressant et aussi qui est une très bonne opportunité puisque toutes les entreprises qui internalisent leur système d'information sont limitées par leur hardware à ce moment-là, alors que pour vous, par l'occasion, ce n'est pas le cas. Le cloud, pour ça, c'est fantastique, hein, parce que si on conçoit le système bien, on peut utiliser pleinement ce qu'on appelle l'élasticité horizontale,
qui est juste simplement de rajouter dynamiquement des machines. Et les systèmes le font automatiquement d'ailleurs. On a ce qu'on appelle de groupes de auto-scaling qui sont élastiques, qui s'augmentent d'eux-mêmes en fait. Donc, il y a une existence de... Donc, si je comprends bien, vous avez une base fixe, mais des groupes qui sont modulables en fonction de la demande et des messages qui sont envoyés. C'est ça, on a une configuration nominale et on a ce qu'on appelle, on n'a pas déployé ça partout, mais ça s'appelle les auto-scaling groups dans AWS, donc dans Amazon. Et vous pouvez donner les limites dans lesquelles vous voulez que le système opère. Parce que si vous ne mettez pas de limites et quelqu'un vous charge vraiment beaucoup de trafic, c'est pas anodin parce que ça coûte cher le cloud. Donc il faut quand même savoir ce qu'on fait. Et il y a ce qu'on appelle du predictive scaling. Si vous savez par exemple que le week-end il y a peu d'activité, mais lundi matin tout le monde commence à se connecter, vous pouvez anticiper ça et mettre un profil pour que 1 ou 2 heures avant le marché à New York ouvre, le système commence à provisionner la capacité nécessaire pour pouvoir supporter des dizaines de milliers de users, ce dont vous n'avez pas besoin pendant le week-end. C'est assez récent comme technologie, predictive scaling, mais on l'utilise de plus en plus. Tout ça, c'est le cloud. Pour ça, il faut être sur le cloud, évidemment. Oui, parce que ça ne serait absolument pas permis par des solutions matérielles qu'on aurait en intranet chez soi et qu'on devrait héberger, ou alors il faudrait être capable d'acheter du matériel en urgence, l'installer, le configurer, le remettre dans la boucle et ainsi de suite. Ou être très grand et très, 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 très sophistiqué. Parce que si vous avez des grands systèmes, il y a souvent un système qui est assez actif, un autre qui est moins actif. Et si vous avez la capacité de dynamiquement rebalancer votre charge à travers de votre parc de hardware, c'est possible. Mais je pense que c'est complètement idiot de le faire soi-même. Même si techniquement c'est possible, la technologie est disponible avec Kubernetes on-prem, le stack par exemple de Red Hat, pour ceux qui s'intéressent à ça. Mais le cloud offre tout ça off the shelf. Donc, je vois peu de gens qui sont assez grands pour le faire eux-mêmes. Même dans Amadeus, on n'a pas déployé ça. Pourtant, on avait 2-3 000 personnes dans l'informatique, on avait les moyens pour le faire, mais on a décidé de ne pas se lancer là-dedans. Puisqu'on s'est dit, dans quelques années, on sera sur le cloud de toute façon. Et puis en plus de ça, ça doit avoir un coût qui est quand même bien inférieur à utiliser du cloud et à pouvoir augmenter temporairement, alors que si on bénéficie d'une solution hardware chez soi, le problème est que il y a un coût d'entretien, un coût de maintenance, un coût d'utilisation qui est quand même bien différent et qui peut classer comme immobilisation puisque permanent. Tout à fait. Mais le cloud a plein de pièges potentiels aussi en termes de coûts. Il vaut mieux... C'est bien utilisé, c'est formidable. Pas bien utilisé, ça peut être un piège énorme. Notamment, vous avez des exemples? La plupart des boîtes ont basculé, par exemple, leur environnement de développement sur le cloud. Et donc, les développeurs, les équipes de développement peuvent eux-mêmes contracter des machines virtuelles dans le cloud. Et comme c'est prévisible, tout le monde en commande, mais personne ne les arrête. Et on a vu des sociétés, je suis assez proche de Google et de AWS, on a souvent rigolé parce qu'ils voyaient littéralement des dizaines de milliers de machines virtuelles qui étaient contractées, qui tournaient, qui ne faisaient rien, mais qui étaient invoicées, facturisées à la minute près, week-end compris. Et du coup, les cloud providers, parce que ce n'est pas non plus leur but de tuer leurs clients, ils ont dû mettre en place de la supervision et leur account management. Assez souvent, contactent les clients en disant mais qu'est-ce que vous faites? C'est bien que vous nous poussez l'argent, mais c'est probablement pas dans votre intérêt en fait. Ils ont installé un business
entier qui aide le client à finalement faire le ménage du bordel qu'ils ont laissé installer. Et ça, dans un data center historique, vous ne voyez pas ça parce que vous devez généralement parler à des pénibles opérateurs ou des gens qui doivent vous donner une machine et vous réfléchissez 2 fois en fait. Et la capacité n'est pas illimitée. Donc, le cloud, il y a plein d'aspects formidables, mais ça peut devenir extrêmement onéreux en fait, si on ne fait pas attention. J'imagine bien. On va arriver sur la fin de cette masterclass avec une dernière session de questions. Donc, comme d'habitude, je vous laisse dans le chat taper vos questions si vous en avez. Et puis, en les attendant, moi, j'en aurai une en particulier. Est-ce qu'il y a eu un moment, un passage pour Symfony où vraiment la demande a été extrêmement forte et où ça a créé un véritable gap? Et à un moment donné, vous avez parlé de 200 à 300 000 utilisateurs, puis que c'est passé à 4, puis 560 000 utilisateurs. Comment ça s'est passé au niveau de la surcharge, de l'adaptation à justement cette charge en fait, de communication? Alors, je n'ai pas tout l'historique pour être franc avec vous. Je pense que les problèmes de charge ou d'utilisation sont plutôt venus d'une utilisation qu'on n'avait pas anticipée de nos propres clients. Comme je vous ai dit, il y a des problèmes liés à des communications qui sont très, très larges. Et d'un coup, dans le cadre de JP Morgan, c'était pas le CEO, mais un des chefs de la plus grande business unit qui se dit, ah, tiens, je vais utiliser Symfony pour m'adresser à tous mes collaborateurs. Donc, ils ont créé une sorte de chat room avec, là, en l'occurrence, littéralement 117 000 personnes dans un room d'échange. C'est pas parfaitement impossible avec Teams ou les autres plateformes parce qu'ils avaient compris un peu avant nous le problème lié à ça, en fait. Et donc là, si vous laissez... Ça peut se faire si c'est du broadcast, donc une personne qui s'adresse à beaucoup de gens et tous les autres ne peuvent pas participer. Mais si les gens qui participent commencent à commenter, c'est ce qui s'était passé là, vous avez une multiplication exponentielle très radicale de ce qui se passe dans le back-end en matière de messages, parce que chaque contribution est envoyée à tous les participants. Donc, si seulement 10% des participants commencent à devenir actifs, je vous laisse un peu faire les maths derrière. Pas très compliqué à calculer, mais ça donne le tournis assez rapidement. Et donc, c'est plutôt, comme souvent d'ailleurs dans le système informatique, on pense bien aux systèmes nominaux, au cas nominal, et c'est les cas auxquels on n'a pas trop pensé, parce qu'en réalité, un truc comme ça, c'est plutôt une sorte de bulletin board ou un broadcast room, plutôt qu'un véhicule général de chat many-to-many. Et ça a mis littéralement Symfony par terre pour JP Morgan. C'était une grosse crise. Parce que il fallait purger, il fallait déconnecter le réseau complètement. Et on a mis 2 heures pour remettre la plateforme dans un état nominal sain. Et pourtant, 2 heures pour certains, 117 000 personnes sur une même chatroom qui envoient des messages et qui vont commenter. Il y aurait des structures qui mettraient beaucoup plus de temps en fonction du système nominal, parce qu'il y a ça aussi, c'est que vous devez avoir un système nominal qui est relativement important de base pour pouvoir supporter la demande aussi. Ouais, mais c'est difficile à répondre à ça. Ce genre de choses, on les apprend au fur et à mesure, en fait. Et, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui se rendent compte de la taille de l'infrastructure dans l'informatique, de systèmes comme Facebook ou Twitter. Facebook, je suis assez proche d'eux aussi. Il y a autour du monde des gigantesques centres de traitement de données. Il y a un réseau propriétaire monstrueux. Il y a une fois, j'ai parlé avec le responsable de la gestion de bases de données. Donc, ils utilisent une sorte de MySQL en interne qu'ils ont un peu optimisé pour leurs propres besoins. Il m'a dit à l'époque qu'il y avait 277 000 instances de MySQL qui tournaient autour du monde pour gérer le flux de présence et la souscription de contributions.
Et encore dans Facebook, il n'y a pas beaucoup de groupes où il y a 200 000 personnes qui peuvent tous participer dans un groupe. Et c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure. Et c'est pour ça que Teams, par exemple, ne vous autorise pas ça, en fait. 5 000 maximum. Et c'est clairement détaillé dans leur contrat parce qu'ils ont certainement passé par là. Oui, c'est... Je suis désolé, je vous ai coupé, allez-y. Non, je dis c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure, en fait. C'est difficile de concevoir un système parfait dès le début. Oui, ça fait partie des choses qu'on n'anticipe pas, mais qu'on apprend avec l'expérience et quand on voit la scène arriver à vitesse grand V sur nous. C'est tout à fait ça. Hein. Mais c'est comme beaucoup de choses dans l'informatique où c'est difficile de s'en rendre compte, mais rien qu'avoir une capacité de scaling comme vous l'avez actuellement, qui est modulable, c'est quelque chose qui à la fois est novateur, mais en plus de ça, va se répandre au fur et à mesure, donc va être amené à fluidifier aussi les réseaux que l'on va avoir au fur et à mesure. Et par réseau, j'entends les réseaux sociaux. Tout à fait. De plus en plus, les réseaux sont contrôlés de toute façon par les grands fournisseurs, la Google, la AWS. Hein. Il faut, là c'est plus un talk sur l'informatique, mais il faut connaître la structure de l'infrastructure des cloud providers ils ont des types de réseaux différents, AWS et Google par exemple. Mais tout le monde a des notions de région, de zone de disponibilité, availability zone à l'intérieur. Et il faut connaître ces mécanismes et concevoir des systèmes qui sont redondants à cheval sur ces différentes zones qui sont et par ce fait-là deviennent vraiment, vraiment très disponibles et stables parce que le principe de base dans ces environnements-là doit être que tout peut casser à tout instant. Une fois que vous avez intégré ça, vous commencez à vraiment réfléchir comme il le faut pour concevoir des systèmes. Une des choses que vous voyez dans les locaux de Google, un peu partout, c'est everything breaks. Il faut simplement jamais partir du fait qu'un bout de l'infrastructure, une base de données, quel que soit le moyen de computational mean qu'on utilise, tout peut casser. Donc, une fois qu'on parle là-dessus, on commence à concevoir des systèmes qui sont suffisamment redondants, geo-distributed, pour dire, OK, s'il y a un bout qui tombe en panne, c'est un événement normal. C'est comme ça qu'il faut concevoir les systèmes modernes. Et ça se comprend parfaitement, et c'est quelque chose qui est amené à s'étendre de partout, comme un credo. Donc, je comprends. Eh bien, écoutez, ça va être la fin de cette masterclass. Je vous remercie, Monsieur Fauser, de nous avoir rejoints. C'était passionnant de vous écouter. Et puis, au plaisir de vous revoir et d'entendre parler de Symfony à nouveau. Eh bien, merci à vous. J'espère que vous trouvez ça un peu intéressant. C'était un peu un mix de technologie et de business. Hein, donc, voilà, j'ai essayé de donner un peu une perspective concrète de la vie réelle hein, dans une entreprise hein, et dans une carrière. Donc, bonne chance à tout le monde. Bon courage pour tout. Et peut-être à une autre fois. Eh bien, merci à vous, bonne continuation également, et puis merci à tous d'avoir participé, en vous souhaitant une bonne soirée. Et voilà, merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.